Bonjour, donc le propos c'est comment faire du ski sans neige. Donc, et loin de vous amener la solution, parce qu'à la fois l'entreprise a encouragé les sports d'hiver, mais elle a aussi participé à leur développement. Donc je vais essayer d'être le plus neutre possible dans la description de ce qui s'est passé. C'est une sorte de chronologie en fait. Alors, à partir du moment où cette famille d'Annecy qui fabriquait des lames de scie pour couper du bois a pris la décision de faire des cars pour faire du ski, donc se déplacer en milieu montagnard dans les périodes d'hiver. Il y a une forte compréhension des responsables de ce qui allait devenir une grosse entreprise au niveau local, du fait que du déplacement, on pouvait rentrer dans une zone de loisirs et de plaisir à vivre en montagne dans des environnements neigeux. Pendant très longtemps, c'est resté quelque chose d'assez élitiste, mais il y a eu très rapidement cette compréhension que ça pouvait devenir autre chose, un business model. Notamment en côtoyant les gens les plus pointus de la discipline. On voit Émile Allais ici sur l'image avec son joli bandeau. Donc lui avait ressenti dans son corps la nécessité de développer du matériel un petit peu plus adapté en termes de biomécanique et avait réfléchi au phénomène de la solidarisation au ski. Et très rapidement, la famille Salomon a racheté l'invention d'Émile Allais, c'est-à-dire cette fixation par câble qui permettait de déchausser sans se blesser, et du coup qui a commencé à faire rentrer toute la famille Salomon dans l'univers des sports d'hiver. Il se trouve aussi que pas très loin d'Annecy, il y a la vallée de l'Arve, où il y a des machines d'usinage et il y a tout un savoir-faire, un petit peu comme à Saint-Étienne, un savoir-faire industriel d'usinage. Et très rapidement, en fait, cette fixation, elle a évolué, elle a eu des suites. Et pour faire que Salomon était devenu, dans les années 70, un des leaders mondial, le leader mondial à l'export de tout ce qui était fixation de ski. Et pour se développer, l'entreprise, elle a essayé d'explorer son domaine de savoir-faire. Et la proximité de la Savoie avec l'Italie a fait qu'il y avait tout ce savoir-faire de l'objet chaussant, notamment dans la région de Montebelluna, près de Venise, où il y avait des chausseurs italiens qui savaient très très bien habiller un pied. Et du coup, il y a eu très naturellement, puisque la Savoie et l'Italie, la Savoie faisait partie de l'Italie autrefois, il y a eu ce lien naturel de l'objet chaussant qui est arrivé presque comme une évidence. Là, vous voyez l'entrée arrière qui a été dessinée par Roger Talon, qui est un designer français, qui est le designer du TGV. On reconnaît un peu la filiation d'ailleurs dans les lignes du produit. Et l'intelligence à l'époque avait été de dire, on était aussi dans le développement des stations de sport d'hiver un peu partout en Europe, les bronzés fonds du ski, donc l'UCPA, qui était vraiment une manière de démocratiser, c'est-à-dire qu'on rentrait vraiment dans un loisir qui devenait populaire. C'était devenu un sport populaire. Il y avait eu les 2 Jeux Olympiques, Albertville et Grenoble. C'était devenu vraiment un phénomène de masse. Et ça engendrait énormément de déplacements dans les stations de sport d'hiver. Donc, forcément, fort de cette très belle expérience, et donc cette chaussure-là, elle propose en plus une entrée arrière. Toutes les chaussures plastiques de l'époque, les plastiques n'étaient pas semi-durs, et c'était très pénible de rentrer dans les chaussures. Donc là, il y avait vraiment une ouverture très ample en éventail de la zone arrière de la chaussure, ce qui permettait de rentrer très très facilement. Donc on combinait une facilité d'accès aux zones de sport et une facilité d'accès au sport par des chaussures plus amples à l'ouverture. Et puis, très naturellement, le business s'est développé sur les objets chaussants, puisqu'il y avait ce lien avec Montebelluna, donc de la chaussure de ski de fond, et de ce principe de collier souple-dur, parce que les plastiques évoluaient aussi. On voit le
le fameux Pebax qui est sur le côté, qui fait le collier de la chaussure, qui accompagne le mouvement rectiligne et maintient les chevilles, a été réutilisé dans une chaussure de randonnée. Donc vraiment le plastique, le fameux plastique tant honni, qui a accompagné justement cette arrivée dans une zone qui n'était justement plus enneigée, qui était la montagne dans les périodes estivales. Et là, c'était certainement, pour la survie de cette entreprise, une très bonne décision d'aller vers ce genre de produit. Mais forcément, comme on se compare toujours à son frère, à sa sœur, Salomon voyait Rossignol dans la vallée d'à côté, qui était historiquement une entreprise qui fabriquait des skis. Et Salomon ne pouvait pas continuer dans ce business des sports d'hiver sans faire son propre ski. Donc on n'y a pas échappé, on a eu le ski monocoque. Et là, vous voyez Georges Salomon qui le brandit fièrement. Mais avec quand même cette arrière-pensée et ce souci de ces hivers sans neige, puisque l'entreprise familiale venait d'être achetée par Adidas, justement suite à 2 hivers compliqués. Mais en même temps, Georges Salomon avait eu l'intelligence de racheter TaylorMade, qui était une petite boîte américaine qui fonctionnait de manière assez similaire à Salomon, mais qui était sur le golf. Donc c'était très très tôt, il y avait eu cette intuition d'aller vendre des fixations aux États-Unis, et là, très vite, l'idée de se diversifier sur des sports qui permettaient de maintenir une activité sur toute une année, sur toute une saison. Et naturellement, le roller était une manière de faire perdurer la glisse en période sans neige. Notamment SNR, qui est une entreprise qui fabrique des roulements à billes, était basée à Annecy. Enfin, il y avait tout un écosystème qui fonctionnait assez bien. Mais plus l'entreprise grossissait, plus elle rentrait dans des zones concurrentielles et elle était quasiment forcée de continuer à grossir comme une sorte de météorite dont on essaye de contrôler un petit peu la trajectoire, mais c'est très difficile. Et là, justement, ces histoires de trajectoire, ça nous emmène sur quelque chose de totalement... on a quitté la Terre, quoi. On devient aérien, on cherche une manière de se développer. Et à cette époque-là, au niveau de la société, ça intervient aussi à un moment dans les années 80-90, où une certaine population qui avait fait les beaux jours de Salomon partait en retraite, il y avait des conflits générationnels, on faisait rentrer de nouveaux employés, et aussi à l'extérieur, la société avait évolué, les jeunes voulaient pratiquer du sport d'une manière différente, plus libre, freestyle, et du coup aller sur de la neige vierge, sortir des pistes, le hors-piste, qui était vraiment... quelque chose qui était le Graal à cette époque-là. Le Japon s'est énormément développé pour Salomon à cette époque-là. Pourquoi ? Parce que les Japonais en fait, vivaient dans des tout petits appartements en ville et ils n'avaient pas de moyens de se rencontrer autre que de se rendre au sport d'hiver. C'était des endroits extrêmement festifs. Beaucoup de mariages au Japon sont produits à ces époques-là, justement, parce que tous les jeunes se retrouvaient grâce au sport d'hiver. C'était un vrai phénomène de société. Ça a été énorme pour Salomon, jusqu'au moment où le téléphone portable est arrivé et a mis complètement fin à ce plaisir de sortir pour les Japonais. Et le marché s'est complètement effondré pour Salomon. Voilà. Donc du coup, Salomon, le groupe Adidas Salomon a commencé à racheter d'autres entreprises pour se donner une deuxième jeunesse. Des boîtes comme Bonfire, Cliché, Arterix aussi, pour essayer de grossir le business aussi dans le vêtement, puisque c'était originellement une entreprise mécanicienne qui voulait s'élargir un petit peu aux biens de grande consommation un peu plus soft. Et puis, je vous présente là un petit peu une hérésie pour tous mes collègues de Salomon, parce que c'était vraiment la chose à ne pas faire et très, très décriée par tous les grands skieurs. C'est des petits skis, des mini-skis qui font à peine 1 mètre, même pas, à peine, ouais. Et du coup, je sais plus, ça devait s'appeler le snowblade. Mais juste pour vous décrire, en fait, que ce côté élitiste de certaines marques qui restreignent un peu l'accès à la montagne, finalement, ce genre d'invention, ce genre d'outils permettait de danser sur neige et permettait à tout le monde de profiter de la neige. Et ça a encore augmenté
la fréquentation des stations, il y en a eu de partout. Comme le snowboard aussi, il y avait des luttes entre les skieurs et les snowboarders. On partage un même terrain de jeu, mais on n'est pas fair-play sur la manière de se comporter. Il y a un code de la descente qui n'était pas respecté. Et avec ces skis, justement, les gens descendaient sans bâton, prenaient des virages quand ils le désiraient, quand ils le souhaitaient. C'était ultra dangereux. Mais ça procurait un énorme plaisir aux gens qui les utilisaient, quoi. Donc ça, on en a vendu mais des milliers. Mais c'est encore aujourd'hui très décrié. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que ça force les prouesses et de l'innovation, parce que pour pouvoir tourner avec des skis aussi courts, on commençait à introduire le carving et le rayon de courbure sur le côté du ski. Tous les skis étaient quasiment droits jusqu'à ces époques-là, et on a commencé à avoir des skis paraboliques arriver et trouver le plaisir finalement de rester sur la piste. On a contraint les gens à rester sur la piste pour qu'il y ait moins de problèmes hors piste. Au Japon, le hors-piste était interdit. Aux États-Unis aussi, un peu avant ces époques-là. Donc, mais ce sont des marchés qui forcément se sont ouverts par la suite. Donc, toujours sous l'égide d'Adidas, et grâce au savoir-faire justement de cette entreprise qui faisait très bien les chaussures et les vêtements, Salomon a continué à explorer de nouveaux terrains de jeu, notamment les sports d'eau et les sports d'air, jusqu'à ce que l'entreprise était devenue critique, tellement grosse qu'elle intéressait d'autres investisseurs. Adidas ne voyait pas trop comment continuer à développer l'entreprise, donc ils ont pris la décision finalement de revendre Salomon à un groupement d'entreprises qui s'appelle Hammer Sports et qui a dit les gars, maintenant concentrez-vous sur la montagne et continuez à explorer cette zone-là, parce que c'est vrai que pour apprendre à faire du surf à des montagnards, c'est quand même un peu plus long et ça engendrait beaucoup plus de déplacements, de dépenses. Voilà. Donc forcément, se concentrant sur la montagne, très naturellement, on est revenu sur l'objet chaussant et le savoir-faire qu'il y avait dans l'entreprise depuis longtemps, avec ces chaussures un peu amphibiennes. Et la chance que Salomon a eue à cette époque-là, c'est de rentrer en connexion avec les gens qui organisaient le Raid Gauloise. Alors c'est toujours un peu marrant d'associer le sport et les marques de cigarettes, mais c'était loin d'être bête, puisque Hammer Sport, avant de racheter des entreprises comme Wilson, comme Suunto, comme Atomic, donc qui sont d'autres marques de sport, et devenir le plus gros groupement de sport au niveau mondial, faisait des cigarettes en Finlande, quoi. Donc finalement, il y avait une forme de logique là-dedans. Donc les chaussures de montagne, des baskets pour être en montagne, pour être un peu multisport, faire du canyoning, faire de la course à pied, ont commencé à se développer chez Salomon. En parallèle au ski, parce que les skis continuaient à se vendre, mais il y avait une sorte d'équilibre qui se faisait, c'était du 70-30, donc on était toujours à 70% une entreprise qui faisait du ski et 30% des produits estivaux. Mais ce genre de regroupement, justement, sous l'égide d'Hammer Sport, on fait qu'il y a eu un petit peu de l'entre-dévorement entre les entreprises, c'est-à-dire que tiens, moi je vais te fabriquer les skis et toi tu vas faire mes chaussures, etc. Alors c'est une forme d'intelligence pour la survie du groupe, c'est-à-dire que Atomic a fabriqué les skis à Salomon, mais je me souviens du jour où on a enterré le dernier ski fabriqué en France à Rumilly quand l'usine fermait. Donc ça engendre au niveau social fermeture de sites, etc. Alors presque par réaction, nous, on avait le savoir-faire de la chaussure, donc on a fait les chaussures d'Atomic, mais ça engendrait aussi des fermetures là-bas en Autriche. Bon, c'était assez complexe pendant de nombreuses années pour qu'on retrouve un équilibre et des manières de travailler ensemble pour que ça se passe bien, quoi. Et pendant ce temps-là, un petit Espagnol qui s'appelle Kylian Jornet nous a montré le chemin. Donc le trail, ce chemin montagnard qui monte au plus haut de cime. Il a récemment battu les records de montée sans oxygène à l'Everest. Donc voilà, on s'est intéressé à ce sport, le trail running. On l'a supporté, on l'a quasiment inventé avec les athlètes qui étaient phares dans la discipline, pour en faire finalement une manière de se déplacer en montagne sur 4 saisons. Quand il y avait encore des saisons, qui correspondaient à des saisons de vente, des saisons commerciales. Et en tout cas, c'est devenu maintenant, si vous connaissez l'UTMB, une sorte d'énorme événement pour les amoureux de la montagne. Mais c'est aussi, voilà, je trouve qu'elle est assez bien la photo
où on voit le monsieur à côté qui monte à côté des remontées mécaniques, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ces espaces finalement sous les remontées mécaniques qui sont complètement inexploités pendant l'été? On y organise des kilomètres verticaux, des courses justement d'endurance ou de rapidité en montée. Et finalement, c'est se réapproprier la montagne, ce qui n'est pas sans poser des problèmes de sécurité, de législation, etc. Et le hors-piste redevient, avec les phénomènes de réchauffement climatique, la rareté de cette neige vierge que certains prennent plaisir à découvrir. Le hors-piste est revenu un gros sujet ces dernières années, justement pour aller redécouvrir ces espaces vierges. Et on a pu l'aborder maintenant comme une entreprise un peu plus mature, c'est-à-dire un peu à 360 degrés, en abordant les problèmes de thermorégulation que ça engendrait, parce que marcher pour atteindre ces endroits-là provoque beaucoup de transpiration. Ensuite, descendre, ça peut être des problèmes. On voit une personne complètement immergée dans la neige. Des vrais problèmes d'étanchéité. Donc il faut pouvoir gérer le séchage des couches vestimentaires, le matériel pour monter et pour descendre, et puis la sécurité avec les sacs à dos qui comportent des systèmes de protection anti-avalanche. Donc voilà, mais c'est une grosse responsabilité d'être dans cette zone-là des sports d'hiver. C'est des cahiers des charges beaucoup plus rigoureux. Et puis oui, forcément, on encourage et on supporte ce genre de comportement. Voilà. Et puis, j'arrive à la fin de l'exposé. Aujourd'hui, les prochains terrains d'exploration, on sait qu'en 2050, les citadins, on vivra à peu près à 80% de la population en ville. Donc la montagne, oui, on ira encore. Il y aura de la neige peut-être à Noël, on ne sait pas. C'est toujours imprédictible. En tout cas, elle restera moins longtemps, elle n'aura pas la même texture. Donc qu'est-ce qu'on fait de nos beaux produits? On a commencé à remarquer qu'il y avait un intérêt dans les zones citadines, justement, pour certaines fonctions qu'on avait développées en montagne. Donc il y a de la récupération. Là, on voit le chanteur Orelsan avec sa marque Avenir qui fait une collaboration avec nous. C'est ce genre de territoire qu'on est en train d'explorer aussi pour pouvoir continuer à survivre dans des hivers, au travers des hivers sans neige. Donc, heureusement, l'entreprise qu'on est, qui a beaucoup, en tout cas pour tout ce qui est produits soft, qui fait beaucoup fabriquer en Asie, commence à étudier des scénarios de Made in France. Trop peu à mon goût, hein. Forcément, si je prends la peine de venir vous rencontrer aujourd'hui et de discuter avec vous, c'est que j'aimerais qu'on en fasse plus et j'aimerais comprendre un peu dans quelle complexité on interagit. Donc voilà, je laisse le micro à mes collègues pour qu'on débatte de tout ça. Merci. Merci beaucoup. Donc on est vraiment sur un cas assez intéressant sur la tension entre l'exploration et l'exploitation. Toute entreprise, finalement, doit à la fois exploiter des activités en place pour optimiser des processus, générer du profit et continuer à exister. Et en même temps, on voit dans le cas de Salomon qu'une exploitation, je dirais, d'un produit ancien mènerait à la perte. Et donc, on a eu plein de registres d'exploration qui sont sur d'autres modes d'organisation.